L'histoire s'ouvre devant un imposant bâtiment d'entreprise, étincelant de verre et d'acier. À l'extérieur, une foule en colère manifeste bruyamment. Leur cible, le programme de transfert de temps, une technologie controversée qui permet aux plus riches de prolonger leur vie, en puisant directement dans le temps de vie des plus pauvres. Mais à l'intérieur du bâtiment, c'est un tout autre monde. Tandis que la tension gronde dehors, un événement prestigieux bat son plein. L'ambiance est élégante, presque irréelle, loin des cris de protestation. Sur scène, tous les projecteurs sont braqués sur Max. Il est la vedette incontestée de la soirée, célébré comme le meilleur gestionnaire de l'entreprise. En seulement quelques mois, il a réussi à accumuler l'équivalent de 276 années de vie au profit de la société, un exploit qui force l'admiration. La soirée se poursuit avec l'arrivée de Sophie Tyson. Fondatrice d'IO et génie à l'origine de la technologie de transfert de temps, elle monte sur scène sous les applaudissements, incarnant à elle seule l'ambition et la puissance de ce nouveau monde façonné par le contrôle du temps. Sophie Tyson prend la parole avec assurance. Devant une foule conquise, elle annonce que son service de transfert de temps, autrefois réservé à une élite de 10 000 clients fortunés, sera désormais accessible à une nouvelle catégorie, les lauréats du prix Nobel, grâce à un fonds spécial nouvellement créé. Mais ailleurs, dans l'ombre feutrée d'une clinique privée, l'atmosphère est bien différente. Des scientifiques, des leaders influents, tous sélectionnés pour recevoir un temps de vie supplémentaire, s'apprêtent à être traités. L'ambiance est paisible, jusqu'à ce qu'un employé surgisse avec une arme à la main. Sans avertissement, il abat une femme d'une balle en pleine tête. Ensuite, froid et méthodique, il traverse la clinique, exécutant un à un tous ceux qui ont reçu du temps supplémentaire. Il épargne toutefois leur famille. Avant de disparaître, il laisse derrière lui un symbole gravé, celui du groupe Adam, un mouvement radical opposé au transfert de temps. K, la garde du corps personnel de Sophie Tyson, signale aussitôt le massacre. En réaction, la société Ion engage un nouveau chef de la sécurité, Nova, un ancien policier à la réputation de dur à cuire, réputé pour sa détermination sans faille. Tandis que l'entreprise renforce ses défenses, Max et sa femme Hélène se réfugient dans leur bulle. Ils rêvent d'un avenir radieux, bercés d'illusions dans leur appartement luxueux, encore en cours de paiement. Max imagine déjà la suite, une grande maison au bord d'un lac, un foyer paisible pour les enfants qu'ils espèrent bientôt avoir. Plein d'espoir, il commence à bâtir ce rêve. Le week-end venu, ils rendent visite aux parents d'Hélène. Mais les retrouvailles sont glaciales. Le père d'Hélène ne cache pas son mépris pour le travail de Max chez Ion, convaincu que l'entreprise exploite les gens ordinaires, les réduisant à de simples ressources. Sur le trajet du retour, la tension éclate entre Max et Hélène, frôlant la dispute. Mais rapidement, le calme revient. Hélas, un choc bien plus rude les attend. À leur arrivée, ils découvrent leur appartement en cendres, ravagé par un incendie. Tout ce qu'ils possédaient a disparu. Max tente de garder son sang-froid, misant sur l'assurance pour les aider à rebondir. Mais leur monde s'effondre à nouveau, la compagnie refuse leur réclamation, accusant Hélène de négligence pour avoir laissé une bougie allumée. L'incendie est qualifié de faute personnelle. Comme si cela ne suffisait pas, la banque réclame alors à Hélène un paiement, 40 années de sa vie, mise en garantie sans qu'elle en ait conscience lors de la signature de leur hypothèque. Max, solidaire, lui propose de partager la dette, prêt à en assumer la moitié. Mais une nouvelle terrible les frappe. L'homme fortuné qui avait autrefois acheté les années de Max est mort dans un accident de voiture. Et malgré toute la technologie de Ion, on ne peut ramener les morts à la vie. Sous le choc, Max et Hélène quittent le cabinet de l'avocat, pour se faire arrêter par la police. Hélène est déclarée officiellement débitrice et conduite en détention. Désespéré, Max se précipite chez Sophie Tyson, implorant une avance de 3 millions d'euros pour couvrir la dette. Sophie, impassible, lui promet son aide. Mais plus tard, lors d'une réunion du conseil d'administration, l'ambiance est tout autre. Sophie, bien que fondatrice, paraît presque déplacée face à une génération de cadres plus jeunes, obsédés non par la technologie, mais par les profits qu'elle génère. Le jour du recouvrement arrive. Max et son avocat se rendent à la clinique N dans l'espoir d'arrêter le transfert. Mais la sécurité lui interdit l'accès à Hélène. Il aperçoit une porte entrouverte, tente de s'y faufiler, mais est violemment intercepté par K. Ramené dans la salle d'attente, il ne peut qu'assister, impuissant, à la préparation du transfert de sa femme. Après l'intervention, leur vie bascule. Ruinés, ils emménagent dans un appartement insalubre d'un quartier défavorisé. Hélène, profondément bouleversée, souffre de troubles du sommeil. La nuit, elle se tient devant le miroir, observant lentement les signes du vieillissement la rattraper. Le lendemain, Max reçoit un message de Ion. Il ne s'agit pas d'aide, mais d'une promotion. Fou de rage, il confronte Sophie. Un simple regard suffit, elle a rajeuni. Elle a utilisé les 40 années d'Hélène pour elle-même. Le soir venu,
le poids de cette trahison les écrase. Hélène, désormais âgée, se maquille en silence devant le miroir. Sans éclat de voix, ni larmes, elle demande à Max de partir. Brisé, il s'effondre sur un banc dans un parc, une bouteille à la main, noyé dans son échec. Une petite fille, sac au dos, s'approche de lui et lui propose des pilules de guérison. Amer, il la repousse froidement. Plus tard dans la nuit, un coup de fil vient enfoncer le clou. Hélène est à l'hôpital. Le transfert a gravement affecté son organisme. Elle a perdu leur enfant. Max la ramène chez ses parents. Tous leurs rêves sont réduits en miettes. Silencieusement, Max élabore un plan désespéré. Il revoit la fillette du parc. Quelque chose en elle l'intrigue. En l'observant de près, il comprend, elle a subi un rajeunissement illégal. Il entre alors en contact avec ce réseau souterrain. Avec ce qu'il lui reste, Max achète de faux papiers et une arme. Pendant ce temps, les écrans télévisés diffusent des discours de plus en plus virulents du leader d'Atom, dénonçant la corruption et la cupidité de ce système inhumain. Un jour, Max aperçoit le convoi de Sophie Tyson en route vers un cimetière. Étrangement, elle s'y rend seule, sans escorte. Max gare sa voiture à l'écart, escalade la clôture et avance discrètement entre les tombes. Près d'une stèle centrale, il la voit. Elle est méconnaissable, tant elle a rajeuni. Il hésite un instant. Sophie crie à l'aide, mais personne ne peut l'entendre. Une lutte brève s'engage. Max l'assomme avec un tasé et disparaît. Sur la pierre tombale, il grave le symbole d'Atom. Peu après, Max retrouve Hélène et la prend dans ses bras. Il lui murmure qu'il a un vrai plan. Ensemble, ils s'éloignent de la ville et s'arrêtent dans un garage abandonné. Là, il lui montre Sophie, inconsciente, ligotée, vulnérable. L'idée est risquée, mais limpide, emmener Sophie en Lituanie et trouver un médecin clandestin capable de lui restituer les années dérobées. Pendant ce temps, en ville, K et Nova lancent l'enquête. Ancien policier, Nova sait comment pister les gens, mais Max a laissé très peu d'indices. Malgré cela, leur traque se resserre. La tension monte entre Max et Hélène. Ils se disputent sur l'aspect moral du vol de temps imposé à Sophie. La frontière entre le bien et le mal devient floue. Mais il n'y a pas de place pour le doute. Les forces de sécurité privées de Sophie sont déjà en marche, bien payées et prêtes à agir. Ils approchent prudemment du garage, balancent une grenade assourdissante pour désorienter quiconque s'y trouverait, puis prennent d'assaut le bâtiment. Mais à l'intérieur, rien. Juste une voiture encore allumée, à l'heure. Max et Hélène ont déjà fui. Déterminée, K franchit une ligne, elle utilise une surveillance illégale, pirate des comptes privés, infiltre des flux de sécurité. Nova l'observe, troublé par ses méthodes, partagé entre fascination et malaise. Ce n'est que plus tard qu'il découvre la vérité. K est bien plus âgée qu'elle n'en a l'air, maintenue jeune grâce au don de Sophie, une jeunesse volée. Ils obtiennent enfin une piste. Une photo partagée sur les réseaux montre une Hélène visiblement vieillie, à bord d'un ferry en partance pour la Lituanie. À l'intérieur d'un fourgon, Max garde Sophie attachée, mais leur fuite commence à s'effondrer. Au port, les gyrophares rouges et bleus illuminent les quais. Les policiers inspectent chaque véhicule. Max réagit vite, il remarque une famille qui passe, et une idée lui vient. Il change de plan. Un homme de main prend le volant du fourgon, pendant que sa femme conduit une voiture séparée. Max et la fillette se cachent dans le coffre, jouant les otages, tandis qu'Hélène et Sophie s'enfouissent dans une baignoire chargée à l'arrière du fourgon. Au poste de contrôle, un garde-frontière demande au conducteur nerveux d'ouvrir la caisse contenant la baignoire. La sueur perle sur son front. Quand un officier supérieur s'approche, l'homme balbutie, disant n'être pas habitué à avoir une arme braquée sur lui. L'officier sermonne son collègue trop zélé et les laisse passer. Dès qu'ils sont hors de danger, Max libère la fausse famille, mais détruit leur téléphone et crève leurs pneus, pour éviter toute alerte prématurée. Sur la route, il s'arrête. La jeune fille affirme s'appeler Marie, prétendant être la fille cachée de Sophie Tyson, protégée des tentatives d'enlèvement. Max n'y croit pas. Il pense à une ruse. Ils envoient un signal au médecin clandestin et se rendent dans un hôtel abandonné, en attendant les instructions. En sortant Marie du véhicule, il reste vigilant. Elle répète son nom. Hélène, elle, commence à douter. Et si une différence d'ADN empêchait le transfert ? Max balaie ses craintes. Les liens familiaux suffisent souvent, lui rappelle-t-il. Marie et Hélène demandent une faveur, une douche. Hélène supplie Max de les laisser faire. Il cède. Mais dès qu'il détache Marie, celle-ci le frappe au visage avec une poignée de porte, lui vole son téléphone et s'enfuit. Max la poursuit en vain. La jeune fille atteint une rivière et aperçoit un autre hôtel abandonné de l'autre côté. Elle entre, téléphone en main, et tente de joindre K, mais l'appareil glisse dans l'eau. Elle aussi tombe dans le marais. Enlisée, elle doit choisir, se noyer ou appeler à l'aide. Elle crie. Ses hurlements ramènent Max et Hélène, qui la sortent de l'eau.
De retour à l'hôtel, Hélène aide Marie à se laver, mais remarque quelque chose de troublant, aucune cicatrice. Rien qui ressemble à une opération de rajeunissement. Max rejette cette inquiétude, parlant de traitement cutané perfectionné. Mais le doute s'installe. Dans un rare moment d'accalmie, Max et Hélène se laissent aller à une intimité fragile, interrompue brutalement. K, Nova et les hommes armés d'Adam retrouvent leurs traces. Ils envahissent l'hôtel. Max et Hélène sont capturés. Devant eux, le chef d'Adam révèle une vérité choquante. La jeune fille n'est pas Sophie rajeunie. C'est sa fille. Sophie aurait tout orchestré, l'incendie, la disparition du donneur, pour piéger Hélène et lui voler ses années. Trouver un donneur compatible avec son ADN rare était presque impossible. Même si Adam méprise Huon, il n'approuve pas le vol de vie de Marie. Alors, il propose une alternative. Il tend à Hélène une arme, lui suggérant une issue sinistre, tuer celle dont la vie, selon lui, vaut le moins. Hélène hésite, le cœur battant, mais finit par reposer l'arme sans tirer. Aussitôt, les terroristes passent à l'étape suivante. Ils emmènent Max dans les profondeurs du bâtiment. Les forces d'Huon approchent, mais Adam a déjà prévu son coup, Max doit attirer Sophie seule à l'intérieur. Leur taupe dans Huon s'est assuré qu'elle est déjà en route. Quand les soldats arrivent, Max sort à découvert, des dizaines de fusils braqués sur lui. D'une voix calme, il exige de voir Sophie en personne. Après un silence tendu, elle descend de son véhicule blindé. Max tente de la convaincre que lui et Hélène cherchent seulement la justice, qu'aucun sang n'a besoin d'être versé. Mais pour prouver que Maria est encore en vie, Sophie doit entrer seule dans le bâtiment. Elle accepte, avançant prudemment. En marchant, K se méfie. Elle interroge Max, comment savait-il que Sophie serait là? Max ne répond pas. La vérité frappe K de plein fouet. C'est un piège. Elle donne aussitôt l'ordre à la taupe d'intervenir. Nova sort son arme et tire, touchant Sophie. K réagit avec une rapidité fulgurante et abat Nova. Une fusillade éclate, les agents d'Adam ouvrent le feu pour tenter d'achever leur cible. Les soldats ripostent, traînant Sophie blessée à l'abri. Dans la confusion, Max se faufile à l'intérieur, déterminé à retrouver Hélène. Il parcourt les couloirs, et enfin, il la retrouve avec Maria. Tous trois courent vers le garage. Max lutte avec le contact, cherchant à démarrer le véhicule. Dans un rebondissement brutal, Maria sort une arme cachée, la pointe sur Hélène et appuie sur la gâchette. Mais rien ne se passe. L'arme est vide. Furieuse, Hélène explose, frappe Maria et l'assomme. Il l'attache, la place à l'arrière et s'enfuit vers le point de rendez-vous médical clandestin. Le temps joue contre eux. S'il manque la fenêtre, le médecin disparaîtra à jamais. Tandis qu'il roule, la tension monte. Max, submergé par la culpabilité, réalise que Marie n'a rien fait. La tuer les rendrait aussi monstrueux que ceux qui les ont détruits. Mais Hélène ne partage pas son avis. Après tout ce qu'elle a vécu, trahison, douleur, mort évitée de justesse, elle veut reprendre le contrôle de sa vie, peu importe le prix. Une violente dispute éclate. Hélène sort un couteau et ordonne à Max de sortir du véhicule. Sinon, elle menace de se suicider, rendant tout leur sacrifice vain. À contre-cœur, Max obéit. Hélène disparaît dans la nuit. Elle arrive dans une vieille usine isolée. Des camions y déposent des fournitures médicales. Des bus remplis de réfugiés enlevés y affluent. Des riches et leurs voitures de luxe se présentent, prêts à acheter sur ce marché noir. Dans la voiture, Hélène blesse Maria et la laisse inconsciente. Au petit matin, un chauffeur de camion retrouve Marie, abandonnée sur le bas-côté comme un déchet. L'usine, quant à elle, est encerclée par un immense camp. Un abattoir moderne alimenté par l'avidité et la souffrance humaine. Pendant ce temps, Max escalade la clôture et disparaît parmi les camions et entrepôts. Dans un aéroport tout proche, des médecins volent au secours de Marie, à peine vivante. K, désormais calme et distante, la ramène auprès de Sophie. Sophie a survécu à la fusillade grâce à un gilet pare-balles. Mais K lui annonce froidement qu'elle ne l'aidera plus. Fini les incendies truqués et les accidents orchestrés. K s'en va, définitivement. Le lendemain matin, Marie se réveille dans son lit, affaiblie. Elle supplie sa mère de lui rendre sa jeunesse. Sans la moindre émotion, Sophie refuse. À la place, elle ira chercher un autre jeune pour puiser de l'énergie. Elle affirme que la force de Marie est encore nécessaire pour assurer la survie de la famille. Quelque temps plus tard, Max est seul, assis sur une plage paisible, contemplant la mer. Un peu plus loin, Hélène, maintenant enceinte, rejoint un nouvel homme. Une nouvelle vie commence pour elle. Leurs regards se croisent un bref instant. Puis Max se détourne et s'éloigne. Il monte dans une voiture marquée d'un étrange symbole sur le masque du conducteur. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.